Avec Hamzat Boukari Yabara, nous poursuivons cette série et la découverte ou la redécouverte pour vous de personnages ayant marqué l'histoire du panafricanisme. Place à présent à une figure plus connue du public, Patrice Emery Lumumba, né en 1925 et mort en 1961, l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge et l'un des principaux martyrs du panafricanisme, comme vous le dites dans le livre. Oui, tout à fait. Je crois que Lumumba incarne vraiment le destin tragique du continent africain de par sa trajectoire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui apparaît assez tardivement sur la scène politique africaine, qui connaît une ascension fulgurante et qui est très rapidement détruit. On lui coupe très rapidement les ailes et donc il symbolise parfaitement cette indépendance africaine très dynamique en 1960 et dès janvier 61. Il est assassiné, les aides sont coupées, le Congo ne s'en remettra jamais d'une certaine manière et c'est l'Afrique entière et au-delà de l'Afrique qui sera pleurée dans le monde entier. Des figures comme Che Guevara, comme Malcolm X, comme Fidel Castro seront très marquées par sa disparition et feront de la mémoire de Lumumba la cause de leur engagement aussi pour la libération de l'Afrique. Oui. Patrice Lumumba se rend à Accra en 1958 et là, ce séjour en fait change sa vie. C'est un tournant dans la vie de Patrice Lumumba. Effectivement, puisque au départ, dans les années 50, il appartenait, on va dire, ce qu'on appelle plus ou moins à ces évolués, ces assimilés qui n'ont pas forcément une conscience anticoloniale. Il tenait même une brasserie, vous le dites un moment dans le livre. Oui. Bon, il était dans le cadre du petit fonctionnariat, on va dire, et en 58, il est effectivement invité, donc en tant que dirigeant de son mouvement, le mouvement national congolais, à la conférence panafricaine des peuples d'Accra. Il va rencontrer Frantz Fanon, Lumumba, Moumié, Nkrumah et beaucoup d'autres personnes qui vont le prendre sous leur coupe et qui vont lui expliquer l'importance stratégique du Congo. Et donc, lorsqu'il revient de la conférence d'Accra de décembre 58, il est radicalement acquis au panafricanisme et dès lors, il va mener une ascension politique dans le paysage congolais qui va le mener donc au poste de Premier ministre en juin 1960 lorsqu'il proclame avec Kasavubu l'indépendance du Congo. Oui. Et avant cela, donc à son retour d'Accra, il prône l'indépendance. Il y a une insurrection qui éclate en janvier 1959 dans les quartiers de la ville qu'on appelait à l'époque Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Est-ce que Lumumba était derrière cette insurrection ? Est-ce que lui aussi... vous dites qu'il avait été influencé par Fanon et on sait que Fanon avait une vision plutôt radicale et prônait la violence quelquefois pour se libérer du colonisateur. Est-ce qu'il était derrière cette insurrection en 1959 ? Non, l'insurrection du 4 janvier 59, non. Il y avait d'autres figures politiques présentes sur place, d'autres mouvements, notamment l'association des Bas-Congo, ABACO, avec notamment une personnalité comme Joseph Kasavubu. Il y avait déjà une élite politique congolaise qui réclamait l'indépendance dans un cadre différent de celui de Lumumba et qui s'appuyait aussi sur le désenchantement, la colère, la frustration des populations face à un colonialisme, le colonialisme belge qui était l'un des plus violents et l'un des plus racistes en place. D'autre part, Kinshasa est juste en face de Brazzaville. Et à l'époque, les choses communiquent. On voit bien que l'indépendance se prépare de l'autre côté du fleuve. Et donc, on a une sorte de course de vitesse entre les deux territoires. Course de vitesse qui sera remportée par la République du Congo, Kinshasa, comme on dit aujourd'hui, le 30 juin 1960, avec cette indépendance pionnière très importante, puisque le Congo va être le premier territoire indépendant au niveau de l'Afrique centrale, bien avant le reste des autres territoires voisinants et bien avant aussi le reste de l'Afrique australe. Et donc, lorsque Lumumba était parti à Accra voir Nkrumah, Nkrumah lui avait expliqué que si le Congo prenait son indépendance, il serait la base de la libération du reste du continent africain en raison de ses immenses richesses et que la capitale probable des futurs États-Unis d'Afrique serait basée donc au Congo. Alors il y a donc le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960, et Patrice Lumumba prononce un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885. Vous parlez même d'une humiliation pour le roi belge de l'époque. En quoi ce discours va marquer l'histoire du pays et du panafricanisme ? Alors, c'est un discours dont on a l'enregistrement en direct quasiment, dont on voit comment Lumumba l'a improvisé en préparant quelques notes sur un papier,
qui tranche avec les propos très larbinistes de Kasavubu et très élogieux et autocongratulants du roi Baudouin. Et donc Lumumba va faire référence également à Léopold II, dont on connaît les actes génocidaires commis donc au Congo. Et puis surtout, il va expliquer que dorénavant, le Congo va traiter d'égal à égal avec la Belgique. Et donc, c'est un changement de paradigme assez brutal pour des Européens, des colons qui n'avaient jamais été habitués à ce qu'on leur parle de cette manière-là, et qui montre aussi la volonté de Lumumba de réellement donner un sens à cette indépendance. Et donc, ce discours va être applaudi par le peuple, mais on sent bien la crispation de l'élite congolaise et également la colère du roi des Belges, puisqu'il va quitter la salle à ce moment-là, reprendre son avion et repartir à Bruxelles. Ouais. De l'autre côté, les différentes officines constatent à ce moment-là que Lumumba risque d'être un problème Oui. vis-à-vis de ce que l'on pensait faire du Congo, c'est-à-dire un réservoir de matières stratégiques pour les pays du bloc de l'Ouest. Ouais. Et quelques jours après l'indépendance, le Congo s'enfonce dans une grave crise, un conflit même qui s'internationalise. Et pour vous, cette crise a montré l'impuissance de Lumumba et de tous ceux sur le continent qui soutenaient sa cause. Pas tellement l'impuissance, mais la manière dont on peut neutraliser le panafricanisme, et une figure comme Lumumba qui a été confrontée aux volontés sécessionnistes de différentes régions du Congo. Donc c'était la question du gouvernement central ou de l'État fédéral. Donc Lumumba voulait un gouvernement central fort, mais chacune des régions du Congo est immensément riche. Donc chaque baron régional, entre guillemets, veut finalement son propre territoire pour lui, pour en retirer les propres richesses. D'autre part, le Congo était ouvert sur l'Afrique du Sud, sur les régimes d'apartheid, qui voulaient ponctionner une partie des ressources stratégiques du Congo. Donc il y avait une volonté dès le départ de balkaniser le Congo, et donc Lumumba devait maintenir l'unité du Congo tout en restant dans un cadre légal, alors qu'en face de lui, il y avait des adversaires qui utilisaient les mercenaires. Et donc Lumumba tente d'en appeler aux Nations Unies, puis tente finalement de se tourner vers les Soviétiques, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va être définitivement neutralisé par les Belges, par les Américains, mais également par d'autres Congolais, et notamment l'un de ses plus proches fidèles, Joseph Désiré Mobutu. Ouais. Est-ce que cette crise a montré les limites de la solidarité africaine? Oui, si on prend le cas personnel de Lumumba, qui a été trahi par ses proches, je pense que ça pose la question de ce que Cabral appellera plus tard le cancer de la trahison. Cela montre également la manière dont on peut déstructurer une nation dès son indépendance, et donc rendre une indépendance finalement nulle et non avenue. Et donc comment le Congo est le terrain de la recolonisation et du néocolonialisme. Et puis ça montre aussi toutes les difficultés pour Nkrumah de venir en aide à son son poulain, son champion, puisque le Ghana n'a pu intervenir militairement. Nkrumah a placé des hommes mais sous la tutelle des Nations Unies, alors que Frantz Fanon lui expliquait que au contraire, il ne fallait absolument pas confier un mandat aux Nations Unies sur le Congo, mais plutôt constituer une force armée africaine, des légions panafricaines qui iraient soutenir le gouvernement légitime du Congo et qui n'auraient obéi que à Lumumba. Or, quand on passe sous la tutelle des Nations Unies, les Nations Unies n'obéissent que au Conseil de sécurité et donc, in fine, aux grandes puissances internationales et notamment donc aux intérêts américains. Alors, quelles sont pour vous les conséquences de la mort de Patrice Lumumba sur le mouvement panafricaniste? Alors, la mort de Lumumba, c'est déjà un grand deuil. C'est un moment, je pense, de sidération, de stupéfaction, puisque c'est quand même le premier dirigeant assassiné au lendemain donc des indépendances. Et ce n'est pas n'importe lequel. Il était à la tête de l'État le plus puissant du continent africain, l'État le plus riche du continent africain. C'est également le point de départ de tout un mouvement lumumbiste qui sera repris plus tard par d'autres figures comme Pierre Moulélé, qui avait été son ministre de l'Éducation, qui tentera de mener un maquis dans la seconde moitié des années 60 ou dans une moindre mesure de Laurent Désiré Kabila. Et puis c'est aussi, je dirais, l'inspiration que cela va avoir, notamment dans la diaspora. On va avoir beaucoup de personnes qui vont donner le nom de Lumumba à leurs enfants. Ce sera d'ailleurs le cas notamment de Myriam Makeba, l'un de ses enfants porte ce nom-là, l'un de ses petits-enfants porte ce nom-là, et puis une chanson sera faite en l'honneur de Lumumba. Et enfin, je pense que le nom de Lumumba va être le cri de ralliement de tous les révolutionnaires, de tous les freedom fighters qui voulaient libérer le continent africain de la tutelle néocoloniale. Ce qu'il faut ensuite retenir, c'est que depuis cette période, le Congo n'a jamais été en capacité, je dirais, de réellement peser sur le panafricanisme tel qu'il aurait dû le faire sous Lumumba.
Merci Hamzat Boukari Yabara.